Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Bélier, je suis docteur en psychologie cognitive et je suis coach et cognitive designer à Humans Matter, qui est une entreprise internationale de design cognitif. Donc, nos connaissances sur la façon dont le cerveau fonctionne nous permettent de créer, de fabriquer des expériences et d'accompagner les personnes dans le développement de leur capacité cognitive pour des comportements plus durables. Et je suis basée à Lyon. Et je passe la parole à Jacques Fradin. Voilà, moi je suis Jacques Fradin, donc médecin de formation, psychothérapeute, comportementaliste et cognitiviste. Je fais aussi de la recherche en thérapie cognitive et neurocognitive à l'Institut de médecine environnementale, voilà, et je suis président du GIECO, jeune organisation mais qui a beaucoup d'ambition, pour essayer d'accompagner les changements dans le monde et le monde durable tout particulièrement, l'accompagnement des facteurs humains de la transition, des transitions, que ce soit celle écologique et les autres, puisqu'il y a beaucoup de sujets de transition aujourd'hui, du passage du relativement simple et connu vers le complexe et dans une temporalité large. Voilà, nous allons avoir le temps d'approfondir, bien sûr. Je vais prendre la parole comme ça, alors, puisque tu ne l'as pas passé. Moi, je suis Jérémy Dumont. Moi, je suis donc membre du groupe 2 du GIECO au titre de l'association que j'ai créée qui s'appelle Nous sommes vivants, qui réunit les professionnels de l'innovation, donc par exemple des designers, et les professionnels de la transformation, par exemple des coachs d'organisation, des consultants. Et j'anime ce collectif dans l'idée de construire ensemble des outils qui nous permettent d'accompagner les entreprises dans leurs efforts de transition écologique au sens large, c'est-à-dire environnementale, sociale et économique. Et aussi, c'est un groupe qui... on a une réunion le vendredi matin où on tente de travailler ensemble sur des missions des appels d'offres. Donc, c'est à la fois un espace de création d'outils et un espace de synergie. Qui ne s'est pas présenté dans le groupe 2? Donc, Stéphane. Bonjour tout le monde, je suis Stéphane Abranche, je suis sociologue du climat. C'est moi qui ai inventé le terme, je pense. J'étais le premier sociologue en France à travailler sur les questions de transition énergétique, de climat et tous les problèmes de frein, obstacles et moteurs au changement pour aller dans ce sens, point institutionnel, comportementaux, ce qu'on a entre les deux oreilles. Et je travaille un peu et de plus en plus avec les entreprises aussi. Sur cette question, je suis coordonnateur scientifique du GIECO. C'est donc moi qui sera et qui suis responsable pour l'organisation et éventuellement coordonner le rapport principal qui va sortir et dont je vous parlerai plus tard. Un petit peu. Est-ce que Anita, tu t'es présentée? Anita, je ne me souviens non, pas. Je ne pense pas, non. Pas encore. Bonjour à tous. Donc, je suis Anita Sillon. Moi, j'ai créé mon cabinet de conseil en conduite du changement. J'accompagne le GIECO depuis déjà un certain temps en tant que facilitatrice et bénévole pour aider aussi à faciliter les transitions et retrouver une stabilité et je dirais un monde meilleur. J'interviens dans ce cadre-là. Et je passe la parole à Thomas. Merci Anita. Donc Thomas Busutil, ravi d'être là ce matin avec vous. Donc, moi, je suis économiste de formation et ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces sujets de durabilité et d'innovation. Ayant été directeur de développement durable dans plusieurs grands groupes, Vinci, Kering, SFR, j'ai vécu moi, à quel point c'était compliqué d'intégrer ces changements. Et donc, j'ai pour ça créé un cabinet qui s'appelle Imaginable, devenu R3 Imaginable, qui accompagne les entreprises dans la transition de leur modèle au sens du modèle économique. Et ça fait donc plusieurs années, ayant vécu tous ces freins, que je travaille avec Jacques Fradin, ici présent, pour justement intégrer l'ensemble de ces recherches en neurosciences notamment, pour justement faciliter, faire de l'ergonomie cognitive, pour faciliter cet accompagnement du changement, puisqu'on va de façon très, très profonde parfois dans ces évolutions de modèles économiques qui s'accompagnent évidemment de changements comportementaux.
Voilà, et donc j'ai le plaisir de co-animer avec l'ensemble de l'équipe de façon bénévole, comme nous tous, ce groupe de travail pour justement essayer d'amplifier, d'accélérer cette transformation des entreprises. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va commencer par Jacques Fradin et Stéphane qui vont nous présenter le GIECO et donc le groupe 2 qui concerne plus particulièrement les entreprises et les organisations. Le programme qu'on vous a préparé, qu'on vous propose, c'est on va passer ensemble une demi-heure donc sur le GIECO pour tout savoir, tout comprendre. Ensuite, on va parler un peu plus en détail encore du facteur humain, de ce que ça représente dans les entreprises, les organisations. Et on vous dévoilera la fresque du facteur humain, qui est un outil co-développé avec l'association que je représente, Nous sommes vivants, Humans Matter, Sandrine est chez Humans Matter, le GIECO et Pixelis, qui est une agence dans le développement durable. Et ensuite, on aimerait faire des ateliers avec vous sur 4 projets que l'on a identifiés collectivement avec déjà des réunions précédentes avec l'écosystème. Et voilà, donc nous sommes ensemble pour 2 heures, si vous le voulez bien. Je vais partager l'écran. Très bien. Et je vais donc ouvrir le bal. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel du plan. Donc, à la fois des slides et c'est aussi l'organisation de la journée. Très bien. Alors, le facteur humain dans la société, dans les organisations, et en quoi est-ce à la fois une problématique, un facteur de risque, mais aussi, bien sûr, la source de solution, puisqu'évidemment, si le monde change aujourd'hui, ce n'est pas que le soleil change ou que la planète change comme on le pourrait le penser. Jusqu'à présent, on a plus subi les changements qu'on les a produits, encore que, mais plus que jamais, disons en tous les cas, le changement vient à la fois de l'humain, les problèmes et les solutions viennent de nous. Le facteur humain est partout, alors que dans une certaine mesure, on aurait tendance peut-être à penser que le problème vient de l'extérieur. Alors, en quoi est-ce un problème d'abord, le facteur humain, et en quoi est-ce une solution? Alors, le facteur humain, au cœur de la transition écologique, on en parle évidemment beaucoup aujourd'hui, on partage des connaissances aujourd'hui. On va dire que le GIEC, évidemment, le GIEC du climat, a présenté à quel point les choses devenaient inquiétantes, à quel point nos activités produisaient du changement climatique. Tout ça, vous le savez, on ne va pas le redévelopper énormément, que évidemment le facteur humain est à l'origine, l'origine anthropique est démontrée, si je peux dire largement. La question est donc de savoir, est-ce que la simple information suffit au niveau scientifique, au niveau technologique, même les réponses technologiques, les réponses organisationnelles, même comment il faudrait créer une taxe carbone et j'en passe, pour pouvoir véritablement faire une transition et assurer la suite? Ou est-ce que c'est plus compliqué et il va falloir s'intéresser directement au facteur humain en tant que tel, comme étant un sujet de science et un sujet de réponse spécifique? Je pense que depuis quelques décennies où émergent les problèmes d'environnement, de climat, depuis au moins 2 décennies, je dirais, d'accompagnement des transitions complexes d'une façon générale, sociétale, on peut dire, culturelle, économique, on peut dire que véritablement, la réponse est que ça suffit en partie, en tous les cas à une certaine vitesse, mais que les grands changements, lorsqu'ils doivent être activés rapidement, ne suffisent pas, disons, ne se font pas spontanément, suffisamment vite et de façon suffisamment fiable. Je prends souvent l'exemple du facteur humain de la transition numérique au début des années 2000, la bulle numérique et le crash numérique. Les choses étaient parties pour mettre des décennies, disons, de transition. Or, des grands acteurs qu'on a depuis appelés les GAFAM ont accompagné le changement en faisant un vrai travail de préoccupation et de réponse sur qu'est-ce qui peut faire que le numérique devienne populaire et mondial. Et ça a été tout
Friendly et autres que vous connaissez, qui a fait en 10 ans basculer la planète. Alors on peut penser que c'est bien ou que c'est moins bien, c'est un autre sujet, mais en tous les cas, ils ont été efficaces, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'échelle planétaire. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, sur le facteur humain plus généralement, et bien au-delà de l'intérêt de simplement du numérique ou de quelques entreprises, accompagner ce changement pour faire une société plus durable, dans laquelle évidemment tout le monde peut trouver sa place, une société non seulement, je dirais, économiquement viable, mais écologiquement vivable et humainement désirable et équitable, sans doute, puisque, bien entendu, c'est peut-être des facteurs, des éléments qui n'ont pas été pris en compte jusqu'ici, ou en tous les cas, pas sous l'angle des sciences du comportement. Diapo suivante. Alors, le facteur humain, comme je l'ai évoqué, en fait, il est partout, puisque jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence artificielle ne pilote rien aujourd'hui, pour ne pas dire qu'elle ne se pilote pas elle-même. Je pense que vous savez que l'intelligence artificielle est créée par des humains, pilotée par des humains, conçue par des humains, exploitée par des humains, et contrairement à ce qu'on pense, elle ne remplace pas l'humain. Et l'humain est partout. C'est l'humain qui décide de tout, c'est l'humain qui achète ou qui n'achète pas, qui consomme, qui vote, et qui agit ou qui n'agit pas. Donc sur notre empouvoirment, si je prends un terme anglo-saxon ou transformé en français par les Québécois, à ma connaissance, voilà, du côté de l'empouvoirment, nous l'avons. La question est, est-ce que nous avons la connaissance de nous-mêmes ou la connaissance des autres pour le faire? Et en quoi le facteur humain est-il impliqué? Ben, il est partout, encore une fois, dans la recherche et développement, dans l'éducation et la formation, et il est, au sens, il existe partout. Mais est-ce qu'il est vraiment intégré aujourd'hui? Les sciences cognitives, les neurosciences cognitives, les sciences du développement, les sciences de la communication, les sciences de la pédagogie et autres, sont-elles intégrées aujourd'hui dans la recherche et développement? Un peu, de temps en temps, mais voilà, peut mieux faire. Dans l'éducation et la formation, eh bien, je pense qu'il est évident qu'au lycée, à l'école, dans les formations professionnelles spécialisées et autres, il y en a un peu ou pas du tout, ça dépend. Dans les technologies numériques, eh bien, comme on a vu sur les GAFAM, là par contre, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais est-ce qu'elles ont toujours été faites en transparence et pour l'intérêt général? Ça peut se discuter, ou en tous les cas, leur capacité à être utilisée. Dans le management, évidemment, beaucoup de choses se font aujourd'hui, évidemment que des organisations de consultants et autres, comme il y en a quelques-unes autour de la table et bien d'autres, s'y intéressent et essaient de s'emparer de ces sujets-là. Dans la gouvernance, également, on va citer l'exemple des nudges, qui est un des sujets d'appropriation de ces connaissances, mais là, c'est pareil, beaucoup reste à faire et surtout à partager pour que nous soyons des acteurs et pas seulement des objets, si je peux dire. Dans la consommation, c'est pareil. Et puis évidemment, dans les sujets de la citoyenneté ou dans les sujets de la société, faire société, les réseaux sociaux, l'information, tous les sujets du journalisme, de la vulgarisation, on voit à quel point autour des histoires de vaccins et bien d'autres, il y a une grande, je ne dirais pas cacophonie, mais en tous les cas, un grand sujet d'émergence. Alors, je ne critiquerai sûrement pas ces émergences parce qu'elles révèlent l'état de la société plus qu'elles ne sont intentionnelles, mais il y a beaucoup à faire si on veut que ce soit évidemment plus évolutif. Et puis l'éthique, la culture, la philosophie. Diapo suivante. Alors, pourquoi avoir créé un groupe qui s'appelle le GIECO, GIEC du comportement, ou je dirais volontiers GIEC du facteur humain des transitions, parce que ça n'est pas le comportement au sens de la psychologie ou de la psychothérapie, ce n'est pas l'objet principal, même si peut-être ça recoupera. Véritablement ici, c'est le facteur humain au sens individuel, collectif et organisationnel, qui permet d'accompagner les grandes mutations sociétales, celles des sociétés, de la planète, et donc de piloter des grands sujets comme le climat, l'écologie, mais aussi la coopération sociétale mondiale et culturelle, et géopolitique, et j'en passe, mais aussi celle des organisations. Comment pouvoir tout cela? Et donc, cette institution, comme le GIEC, a pour but de faire une collecte exhaustive la plus possible des 35 disciplines que nous avons identifiées, depuis les sciences fondamentales jusqu'aux plus applicatives, pour pouvoir faire une transversalité de ces connaissances, plus de robustesse, et puis évidemment de faire des livrables très opérationnels pour tous les décideurs et tous les acteurs, donc ciblés par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs problématiques, et bien entendu articulés avec différents groupes de travail,
un groupe des scientifiques, mais aussi un groupe 2, des acteurs de l'économie, des réunions de présentation comme aujourd'hui ou des réunions de travail, comme on en a déjà développé quelques-unes. Les autres acteurs institutionnels et les autres parties prenantes, et puis sans doute un 4e groupe sur les acteurs de la culture, de l'enseignement, du journalisme, etc. Voilà, les missions donc scientifiques et sociétales, comme on l'a vu. Les grandes étapes du développement, évidemment, de ces groupes vont se faire d'abord au niveau français pour ce qui est du groupe 2, mais déjà mondial depuis le début pour le groupe des scientifiques. Mais la finalité, c'est que tous ces groupes, évidemment, deviennent internationaux. Alors, évidemment, il y aura des groupes régionaux, locaux, voire par secteur d'activité, voire par thématique, et tout ça qui va vous être présenté ensuite. Et puis, voilà, ce GIECO a également une facette alliance. Diapo suivante. Donc, l'alliance qui est une espèce d'interface beaucoup plus souple que les groupes de travail, qui évidemment suppose un engagement un peu plus grand, voire de participer à des expérimentations terrain pilotées par le groupe 1. L'alliance qui est ouverte à toutes les parties prenantes et qui va à la fois permettre au GIECO de ne pas être hors sol, c'est-à-dire d'être véritablement très proche du terrain, des préoccupations du terrain, de la remontée des difficultés rencontrées ou des solutions apportées, qui permettra également un partage de ces connaissances pour essayer de faire qu'elles soient utiles au maximum de gens sur la planète et le plus vite possible pour accompagner ces transitions. Participer à des expérimentations aussi, mais d'une façon, si je peux dire, donner son corps social à la science. Et puis, bien entendu, participer au financement, puisque on n'a pas l'intention d'attendre que les institutions onusiennes seules s'en saisissent, même si, évidemment, on est en train de créer des liens avec toutes les institutions que nous pouvons pour que ce soit une organisation qui soit représentative de tous les acteurs institutionnels, mais aussi privés ou ONG ou tous ceux qui, évidemment, auront des choses à dire dans cette transition. Et puis, l'Alliance est aujourd'hui déjà composée d'un certain nombre de partenaires, évidemment privés, pour commencer, qui ont contribué au financement, à l'accompagnement, au premier groupe de travail que vous voyez là à l'écran, qui sont pour l'instant principalement français, même s'il y a certaines institutions, notamment universitaires internationales. On a déjà aussi fait les premières réunions avec le PNUE à Paris, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, notamment les groupes économiques et sociétaux. Voilà, nous sommes désireux surtout de lancer très fort et très vite cette année et l'année prochaine cette alliance pour soutenir la production du premier rapport général, premier rapport principal sur le facteur humain dans les transitions. Et je passe la parole à notre coordonnateur scientifique, Stéphane, pour vous présenter un premier travail qui a été réalisé dans ce domaine-là. Et puis, comment celui-ci va contribuer à cette production du premier rapport et de tous ces livres. À toi, Stéphane. Alors, bonjour à tous. Ouais, Jérémy, si tu peux simplement remettre le dernier slide pour donner un petit aperçu. Alors, nos rapports visent à quoi? En fait, nos rapports visent surtout à faire un peu ce que le GIEC fait avec le climat, c'est-à-dire faire un état des lieux. Ça, ce sont les rapports principaux, un état des lieux de l'état de la connaissance. Qu'est-ce qu'on sait en matière de changement de comportement et tous les facteurs qui viennent avec. Donc, en anglais, on appelle ça « the drivers of behavioral change and non-change ». J'aime bien l'expression d'anglais parce qu'en fait, ça veut dire les moteurs de changement et de non-changement. Parce que ne pas changer, ce n'est pas simplement s'asseoir dans son fauteuil et être passif, c'est qu'il y a aussi des forces, des facteurs qui font qu'on ne change pas. Donc, ne pas changer est beaucoup plus actif qu'on le pense en général. Donc, l'idée, c'est de comprendre ces moteurs, qui soient à l'intérieur dans notre tête, les valeurs, les représentations, le travail du cerveau, comment il travaille de façon biochimique, mais aussi le fait qu'on vit dans un monde, par exemple, dans une ville, donc les infrastructures urbanistiques vont avoir un effet sur nos comportements. L'offre de repas végétariens, si la bouffe n'est pas bonne, on ne mangera pas de repas végétariens à la cantine. Donc, il y a tous ces éléments qu'on essaie de prendre en compte et les rapports qu'on veut faire visent justement à avoir cette vision très transdisciplinaire
de ce qui nous amène à changer ou ne pas changer dans des secteurs différents. Donc, le premier rapport principal qu'on peut faire, dont j'ai commencé l'organisation, c'est assez compliqué parce que l'idée dans le rapport, c'est d'avoir plusieurs niveaux d'analyse avec au moins 2 auteurs de 2 disciplines différentes qui sont responsables de chaque chapitre. Il devrait y en avoir 9. Donc, tout ça fait que l'organisation en soi, la gouvernance du projet prend un peu de temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est que on va vouloir embaucher des doctorants et des postes de doctorants aussi pour travailler sur l'équipe de rédaction, en plus de scientifiques. Et tout ça va prendre un peu de financement. Et ensuite, on veut passer à l'autre étape aussi, c'est qu'on veut éviter d'avoir un rapport qui ne sera pas lu par personne, en fait, parce qu'il va être trop compliqué. Donc, il va y avoir tout un processus de vulgarisation qui va être mené pour que le langage soit accessible à tout le monde. Avec aussi, ça c'est dans nos ambitions un peu moins grandes, un peu moins élevées, ce sont des rapports sectoriels, c'est-à-dire que hors de ces rapports principaux, le premier là, qui va sortir en 2023, l'idée, ça va être avec les interactions qu'on va avoir avec vous, le groupe de travail numéro 2, mais aussi avec les membres de l'Alliance, des focus sur une thématique spécifique ou un secteur spécifique et on pourra extraire en fait ce que le rapport principal dit sur ça. Donc, avec tout le travail de réécriture derrière. Et le troisième type de rapport qu'on fait, ça va être en fait, et ça a été, on a déjà publié des rapports, c'est les food for thought, c'est-à-dire de quoi nourrir la critique, la pensée et la réflexion. Et là, ce sont des rapports beaucoup plus light, beaucoup plus légers, écrits par des scientifiques, avec de la data derrière, etc., pas de problème, mais avec un niveau d'accessibilité plutôt facile, en fait. Donc, on en a fait un sur, justement, quand la crise du COVID a commencé, on faisait beaucoup dans les médias, beaucoup d'auteurs ont dit parfois des bêtises sur le fait que le COVID allait nous apprendre comment vraiment agir correctement pour l'environnement et que ça allait changer nos sociétés, tout. Donc, nous, en tant que scientifiques, l'idée, c'est de dire oui, mais est-ce vraiment le cas? Quels sont les différents types de réactions qu'on peut voir par rapport au COVID et comment on peut expliquer la diversité des pratiques, des comportements et des réactions face non seulement à la maladie, mais aussi aux politiques qui y attenantent. Voilà. Donc, là où on en est, c'est qu'on est en train justement de constituer la base des scientifiques et de continuer à travailler pour obtenir plus de financement pour vraiment aller sur ce premier rapport principal du GIECO. J'aurais envie d'ajouter juste un élément sur le fait que le GIECO ne s'intéresse pas qu'à l'humain en tant qu'individu, mais à la façon dont le collectif, autrement dit les interactions entre humains, ont un rôle, évidemment, et puis les organisations qui sont en fait, comme on dit en droit, des personnes morales, mais conçues par des personnes et qui se comportent comme des interacteurs avec les individus. Et on sait bien que pour que le changement ait lieu, il y a des facteurs collectifs et donc organisationnels qui impliquent l'humain, qui sont produits par l'humain et impactant sur l'humain. Évidemment, tous ces facteurs-là sont pris en compte et pas seulement ce que nous sommes en tant que citoyens, électeurs, consommateurs. Peut-être pour relancer Jérémy en 30 secondes sur plus d'explications sur la nature des rapports, je vous donne simplement un exemple. Face à l'obligation ou l'injonction de changer, le cerveau n'aime pas. Ça, c'est le fonctionnement de base du cerveau. Le cerveau est un organe efficace mais paresseux et face au changement, il se dit il faut que je change ma façon de faire et il n'aime pas. Alors, pour beaucoup de gens, changer de comportement, de pratique ou d'endroit, de milieu, etc., c'est stressant, c'est voire pour certains angoissant. Mais pour une certaine partie de la population, c'est fun et c'est un défi. Donc, vous voyez qu'avec un même organe, on peut avoir des réactions différentes face à l'injonction de changer, dans lesquelles interviennent tout un paquet de facteurs qui sont environnementaux, mais aussi de connaissances scientifiques, de rationalité et des émotions, du courage, de tout ça. Donc, l'idée, ça va être de prendre tous ces éléments en compte pour expliquer pourquoi les gens changent ou ne changent pas ou qu'ils changent dans la direction qu'ils veulent. Voilà. Merci. Effectivement, il y avait cette question dans le chat d'être un petit peu plus précis sur le rapport, les rapports du GIECO. On comprend qu'il y a les rapports du GIEC et que ça aura la même portée scientifique. Et il y a aussi une question sur comment rejoindre en tant que contributeur. Ça, c'est justement l'objectif de cette réunion. Donc, vous pouvez rejoindre en tant que contributeur du groupe 2
et il n'y a pas de membership ou autre, hein, voilà. Et par contre, rejoindre pour l'Alliance, peut-être redire, Jacques, ce que ça comporte de rejoindre l'Alliance. Alors, l'Alliance, c'est une organisation informelle, mais dont les 4 objectifs ont été présentés par la diapo tout à l'heure, c'est-à-dire on peut y rentrer en tant que, si je peux dire, participant à un partage d'informations sur ce que fait le GIECO, ses ambitions, ses impacts, contribuer à remonter des informations vers le GIECO à travers des réunions qui seront organisées, qui n'ont pas été encore organisées en tant que telles pour l'instant. Ce sont des réunions, on va dire, interactives entre des individus et le GIECO ou des représentants d'organisations, mais en 2022, nous allons organiser les premières réunions de l'Alliance dans lesquelles on pourra venir participer. Donc, on peut intervenir en tant que promoteur de la diffusion, donc de contribuer à des événements, contribuer à des réseaux, contribuer à une distribution de cette information, apporter, je ne sais pas moi, même en mécénat de compétences ou en bénévolat du temps et de l'énergie ou en tant qu'organisation contribuer à ce processus de diffusion. Il y a une question évidemment de support matériel, de financement, ou d'autres ressources qui peuvent être apportées. Il peut y avoir des contributions scientifiques également avec le groupe scientifique. Certaines entreprises spécialisées dans le comportement le font ou vont le faire. Et donc, il y a également des questions de participation à des expérimentations de terrain. Ça sera évoqué aujourd'hui. Donc, voilà, il y a des aspects sur lesquels, je dirais, l'Alliance recoupe en deux groupes 2. Simplement, le groupe 2, on s'engage davantage dans une démarche. Ça a été fait, par exemple, en 2020. Il y a eu des groupes de travail dans lesquels on a rempli, participé à des collectes d'informations terrain qui ont été ensuite mises dans des fichiers Excel, exploités, retraités par les scientifiques avec un rapport qui est sur le site internet du GIECO, qui est bien sûr pour l'instant en anglais. Si vous le cherchez sur internet, vous le trouverez plus facilement. International Panel on Behavior Change, IPBC.science. Et tout ce que nous avons déjà produit, le peu que nous avons déjà produit, est déjà présent et téléchargeable sur le site. Donc voilà, l'Alliance est une interface beaucoup plus souple, ouverte de façon, je dirais, très informelle. On n'est pas obligé de participer financièrement pour être membre de l'Alliance, même si, bien entendu, pour produire des rapports, il faudra bien qu'ils se financent. Ceci étant, c'est en train de démarrer pas mal et on est en train de créer les conditions réellement du démarrage des productions dans les premiers mois de 2022. Donc, pour l'instant, on est parti pour être dans le timing annoncé et j'espère bien qu'on va le tenir et produire tout ce qu'on attend. Donc voilà, bienvenue dans l'Alliance. On va vous tenir informé évidemment de la première réunion de l'Alliance dans les mois qui viennent, dans les sans doute 2-3 mois qui viennent. Donc, je vois dans le chat, par exemple, Marie qui dit que mixer sociologie, anthropologie, sciences cognitives, l'économie, c'est essentiel et c'est nécessaire. Donc là, peut-être nous redire un petit mot à ce sujet-là, Jacques, sur cette réalité incroyable que tu arrives à faire, en fait, de réunir ces profils. C'était une mission impossible au départ. Vous savez que les sciences du comportement sont récentes, sont jeunes. Comme beaucoup de ces disciplines, elles ont besoin d'abord de se créer, de se constituer, d'exister, pour ne pas dire de se différencier des autres disciplines des sciences humaines et sociales. Donc, c'était très difficile de réunir dans une même organisation, si je peux dire, toutes ces disciplines. Certaines travaillent déjà ensemble, évidemment, heureusement, mais la finalité était un changement d'échelle. Donc, ce qui a réuni tout le monde, en fait, c'est l'objectif sociétal. L'objectif scientifique nous a en quelque sorte donné une cible opérationnelle, de croiser les disciplines, de faire émerger des métaconcepts, d'aller faire des méta-analyses, d'aller faire émerger des trajectoires comme les sciences du climat. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'est réunis. On s'est réunis parce qu'on avait conscience aujourd'hui que sans doute la société avait besoin de spécialistes du comportement pour accélérer le changement, le coordonner à l'échelle planétaire et à l'échelle du temps qui nous est imparti. Ce n'est pas la conscience qui manque. On voit bien les sondages montrent que 80% des gens dans le monde, tous milieux confondus, sont conscients qu'il faut aller plus vite et différemment. Je pense que il manquait un GIECO pour le faire, je pense,
comme sur le plan climat, si on n'avait pas le GIEC, on serait incapable de prédire ce qui est en train de se passer. Heureusement qu'on l'a. On ne suit pas, mais heureusement qu'on l'a. Stéphanie nous dit, Stéphanie Anton nous dit, nous avons choisi de rejoindre le GIECO car à l'instar du Colibri, nous souhaitons contribuer en tant qu'acteurs économiques à l'évolution durable de nos sociétés et à l'éveil des consciences environnementales et sociétales. Cela nous amène tout naturellement à nous intéresser et encourager les recherches réalisées par l'Institut. Merci d'avoir quelqu'un que tu connais déjà. Témoigné exactement. C'est une des membres fondatrices du groupe 2 et de l'Alliance. Donc voilà, enfin la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel et Stéphanie tout particulièrement. Donc voilà, merci à cette participation. Avoir réuni les acteurs scientifiques à l'échelle mondiale et transdisciplinaire était effectivement un premier défi qui est réussi. Il faut maintenant que ça se fasse avec tous les acteurs pour que ça s'incarne et que ça s'implémente, comme on dit dans le jargon des entreprises. Donc voilà, c'est mon deuxième métier de consultant qui parle là. Donc voilà, merci à vous. Donc, il y a une question sur comment participer au groupe 4. Là, c'est la réunion du groupe 2. Je propose, Jacques, que tu laisses ton email. Comme ça, les gens peuvent te contacter. Exactement. N'hésitez pas à nous contacter, Stéphane et moi notamment, pour voilà, tout ce qui est prolongement. Et puis, on vous tiendra au courant. Surtout, on vous mettra dans les listes de distribution de tout ce qui va s'organiser très vite. Alors peut-être que Gaëtan n'était pas là tout à l'heure quand tu as présenté les 4 groupes, mais du coup, se pose la question de c'est quoi le groupe 2 ? Est-ce que tu peux nous rebalayer, s'il te plaît, les différents groupes, donc le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4, et l'interaction qu'ils peuvent avoir ensemble pour remonter les informations nécessaires afin que donc les scientifiques du comportement puissent travailler à trouver des solutions pour changer. Exactement. Les scientifiques savent travailler et savent travailler entre eux. Par contre, on voit que la plupart des articles scientifiques ne sont lus que par des scientifiques, ce qui est quand même fâcheux à une époque où le facteur humain est au cœur de tout ce qui peut se transférer et se transformer de façon urgente. Donc, le groupe 1 des scientifiques aura les compétences, et ça n'est pas seulement dans les sciences fondamentales, puisque toutes les disciplines sont concernées, y compris la pédagogie, le management, l'économie de marché, j'en passe. Donc, le facteur humain, scientifiquement, est présent. Par contre, nous avons besoin des acteurs de terrain pour savoir là où ils ont des difficultés, là où ils rencontrent des obstacles, là où ils ont des expériences positives à partager. Et ça, c'est le groupe 2. Le groupe 2 des acteurs de l'économie, qui comprend évidemment les producteurs, si je peux dire, les entreprises qui sont de services ou industriels ou j'en passe, mais aussi les consultants, tous ceux qui accompagnent les entreprises en tant qu'acteurs professionnels ou experts sur le sujet. Donc, le groupe 2 regroupe ces acteurs-là, plus des scientifiques qui vont contribuer au pilotage et à l'animation, avec des acteurs évidemment du terrain, comme aujourd'hui, c'est le cas. Et puis, le troisième groupe des acteurs institutionnels et des autres parties prenantes, qui est un groupe qui réunira évidemment, puisqu'on n'a pas encore commencé, mais c'est pour bientôt, des acteurs, je dirais, de toutes les catégories de professions, sauf peut-être effectivement un quatrième groupe, voire un cinquième, le quatrième sur les acteurs de la connaissance à proprement parler, autrement dit, de la culture dans ce domaine-là, l'éducation, la formation, le journalisme, la culture, qui a un rôle très important, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On abordera un groupe sur les rapports de force, par exemple. L'art aujourd'hui véhicule énormément d'éléments sur le rapport de force, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on en tire parti et pas simplement on le reçoit? Donc voilà, et puis un groupe sur la santé peut-être également. Enfin, voilà, on verra bien tout ce qui sera nécessaire et qui remontera du terrain. Donc on a besoin avec vous de pouvoir savoir quoi faire et ensuite d'avoir votre retour pour pouvoir piloter, améliorer tout ça, parce qu'il est évident que si on était des cordonniers mal chaussés, c'est-à-dire qu'on soit autiste dans notre façon de faire la science, ça n'aurait pas de sens. Donc, nous allons essayer d'être mutuellement à l'écoute les uns des autres pour faire des choses intelligentes, en intelligence collective. Planétaire, c'est quand même un grand défi. Mais alors, si on ne le relève pas, on ne le réussira pas. Juste revenir sur Jérémy, juste un point logistique. J'ai proposé aux gens de venir de me contacter s'ils veulent s'associer au GIECO.
Et là, en fait, ça pleut tellement que je ne serais pas capable de le faire en live. Donc, je vous ai transmis mon adresse mail perso. Merci de me contacter par mail, comme ça, je n'oublierai Oui, personne. Parce que là, en tout à fait, fait. j'y arrive pas. Tout à fait. Merci, c'est super, mais là, j'y arriverai pas. Merci. Donc, par Pareil mail. pour moi. Pareil pour moi. Voilà. Donc, juste revenir sur le groupe 2. Donc, le groupe 2, donc, sa vocation, c'est de faire remonter les besoins, les envies, les projets, les initiatives des organisations au sens large, donc des entreprises, des associations, des collectivités territoriales, des écoles, enfin voilà. Et donc, à partir de ces enjeux, les exposer au groupe 1 de scientifiques qui va pouvoir nous éclairer, rédiger peut-être des recommandations, un rapport. Voilà, et ça peut prendre plusieurs formes. Et tout à l'heure, d'ici à peine 30 minutes, nous allons travailler sur 4 projets que nous vous proposons justement dans le groupe 2 afin de faire remonter donc ces envies, ces projets, ces initiatives, ces problématiques. Et on va donc le vivre ensemble. Donc, et là, réunis aujourd'hui, je fais un petit rappel. Donc, ensuite, je passe la main à Sandrine. Donc, moi, je suis Jérémy Dumont. Donc, nous sommes Vivants, l'association qui réunit les professionnels de l'innovation et de la transformation dans la transition écologique dans les entreprises. Et donc, vous venez d'entendre Jacques Fradin, qui est donc à l'initiative, à l'origine du GIECO. Il y a aussi Stéphane Labranche, qui est donc co-créateur du GIECO. Sandrine Bélier, qui est donc chez Humans Matter et qui porte depuis quelques mois, voire années, l'animation du groupe 2. Anita aussi, qui est toujours là pour nous éclairer, nous aider et qui est très, très intéressée d'entendre vos sujets de préoccupation ou d'envie. Voilà. Et il y a Thomas Bussetil, donc Imaginable, qui fait aussi partie de ce groupe. Et donc maintenant, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce groupe 2. Si vous n'avez plus d'autres questions, je vous propose de passer à la phase suivante, donc avant de travailler en atelier, qui consiste à revoir un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que le facteur humain et quelle est son importance par rapport au monde économique. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être y aller. Tu partages tes slides, Sandrine, ou tu veux que je le fasse? Je veux bien que tu le fasses. Il y a peut-être le questionnaire avant de Stéphane. On suit l'ordre des slides de toute façon. Donc, OK. Donc, Oui. c'est d'abord le questionnaire. On lance la petite enquête. Le sondage. Vous voulez lancer le petit sondage? Oui, Okay. avant. Allez-y. Je crois que c'est toi qui as la main, Jérémy, si tu peux lancer le sondage. D'accord. Ouais, parce que moi, je peux pas. Moi, j'ai pas... Je peux le lancer. Je vais le lancer alors. S'il te plaît. Alors, on va vous demander de répondre aux questions suivantes. Bon, là, il y a Jacques qui a quand même parlé un petit peu du facteur humain, mais le facteur humain dans une entreprise, parce que c'est une réunion du groupe de travail UR2, mais tout de même, si vous travaillez pour une collectivité territoriale, vous pouvez répondre à ça aussi, bien sûr, n'importe quelle forme de boîte. Donc, selon vous, le facteur humain dans l'entreprise, ça concerne l'intelligence émotionnelle, les compétences en méthode de relation de travail, une culture de l'innovation, le bien-être au travail ou je ne sais pas ce que c'est. Sur la deuxième question, alors, si vous gagnez une large somme à la loterie, abandonneriez-vous votre travail actuel? Ça, c'est une question qui avait été proposée par Thomas et qu'on a utilisée dans un questionnaire. Donc, je vais vous faire une petite comparaison après. L'idée, c'est que cette somme serait suffisante pour vous permettre, en fait, de partir à la retraite maintenant. Je vois qu'il y a quelques étudiants. Ça serait une plus grosse somme que si vous êtes à 5 ans de la retraite, mais bon, l'idée est là, oui ou non? Je vois que certains ne voient pas le sondage. Peut-être faut-il... Ah oui. Pas d'accès au sondage. Oui, pourtant, là, je vois bien
Une complétude du sondage. Peut-être Alors c'est que moi, je une l'ai, option. Ouais. peut-être à tous. Je ne sais pas si j'ai pas une Le sondage est bien présent, hein. Normalement, c'est apparu en fenêtre. Oui. Et il n'y a pas de pop-up. lien, blanche effectivement. par-dessus. Ouais. Ouais, il est bien là, le sondage. Il n'y a pas de lien, c'est directement lancé via Zoom. Ouais. Donc, c'est Si vous peut-être une avez fermé la option, fenêtre, malheureusement, vous l'avez fermée. Et donc, nous en sommes à la question 2. Oui, sauf que ce que je vois moi, en bas de mon sondage, c'est qu'il y a 2 sur 5 qui ont répondu. Ce qui veut dire qu'effectivement, ils n'ont pas accès au sondage. Ouais, moi, j'ai la fenêtre ouverte et on ne voit vraiment pas le sondage. Ouais. Moi, j'ai Non, non. 114 réponses. Non, il y a seulement nous 5 qui avons accès, je pense. Bonjour, moi j'ai les 3 petits points en bas à droite de l'écran. Donc j'ai cliqué sur les 3 petits points et il y a un menu qui est apparu et j'ai appuyé sur sondage. Ce n'était pas spontané, j'y suis allé, hein, Ah ouais, d'accord. Ah, super. sur mon iPhone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les 3 petits points, effectivement. En bas de l'écran, on clique en bas de l'écran, on voit les 3 petits points pour avoir plus de fonctionnalités et j'ai affiché. Terminé. Merci. OK, donc on vous laisse peut-être accéder à cette fonctionnalité. Donc, il y a les 3 petits points du menu dans l'application et sondage. Merci beaucoup. Donc, la première question était… Stéphane? Oui, je suis en train de faire le test moi-même. Quand on soumet, on perd les questions. Si on clique D'accord, en bas, donc il faut soumettre, attendre l'ensemble peut-être des, La règle, oui. l'ensemble des questions. Hein. Excusez-moi, mais je n'ai pas les 3 petits points. Alors, je ne sais pas si c'est une question de Mac ou de PC. Je ne vois pas les 3 points alors. Ceux qui y arrivent répondent aux questions et si on ne peut pas malheureusement… Oui, il y a marqué plus. Ça non plus. C'est à côté de audio, vidéo et il y a plus de fonctions. Tout en bas. Merci. C'est là où vous choisissez le chat. À côté du chat, vous choisissez plus. On va passer à la 3e question. moi, je n'ai plus de questions. Alors, la 3e question, si vous avez répondu non, parce que justement, si vous gagnez une large somme à la loterie, est-ce que vous abandonneriez votre travail actuel? Si vous avez répondu non, non parce que mon travail me donne satisfaction, il m'offre de bonnes relations sociales, le travail est très intéressant, le travail m'offre du sens, j'ai un travail utile, mon environnement de travail prend en compte les facteurs humains ou autres. On vous laisse une minute pour répondre. Quatrième question. Selon vous, votre entreprise prend bien en compte le facteur humain? Exemple, l'expression de vos idées avant de prendre une décision, l'expression des émotions, la prise d'initiative, la prise de risque, la critique constructive, l'essence de créativité, etc. Oui ou non? Moi, si je gagne le loto, je quitte mon taf. Hein. Je vais au Brésil. Hein. Mais je ne sais pas. Après, là-bas, j'aurai une activité. Mais merci à tous ceux qui… N'influence pas les réponses, Jérémy. Ah, et oui, dernière question, votre entreprise utilise-t-elle des indicateurs de performance non monétaires, non financiers, extra-financiers, comme les taux d'absentéisme ou de remplacement des employés, de bien-être au travail, label RS, nombre de formations? C'est vrai que les questions sont… Ou non? Les questions sont plutôt effectivement par rapport aux gens qui travaillent dans des organisations, Oui. mais bon, ou des entreprises, effectivement. Et on voit hein, dans la complexité technologique, le facteur humain, effectivement, pour ceux qui le disent dans le chat, c'est vrai. On vit des expérimentations au quotidien. C'est bon pour tout le monde, je vais mettre fin au vote. Merci beaucoup. Alors, je comprends bien les questions sur le fait d'être auto-entrepreneur parce que je suis chercheur indépendant et ça depuis longtemps. Mais même quand on est chercheur, on finit toujours par bosser en équipe, même quand on est indépendant. Mais c'est vrai que certaines questions, quand on est vraiment seul dans son coin, en fait, dans le questionnaire plus complet auquel ça renvoie, on avait d'autres questions, justement. Je partage les résultats. Hein.
C'est bon, vous voyez le… Alors, tout le monde ne va pas voir les résultats, il va falloir les commenter. Oui. Alors, l'intelligence émotionnelle, 86%. Alors, ça, c'est pour la première question. Selon vous, le facteur humain dans l'entreprise concerne l'intelligence émotionnelle, les compétences en matière de relations de travail, la culture de l'innovation et le bien-être au travail. Et donc, le premier, l'intelligence émotionnelle, c'est 86% et on descend 50% sur une culture de l'innovation. OK. Prochaine étape. Je vais vous faire une petite comparaison après. Ça, c'est intéressant. 69% d'entre vous disent non, vous n'abandonnerez pas votre travail. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. C'est quand même les 2 tiers, quoi. Parce que votre travail vous donne satisfaction à 57% et la plus grande réponse, voilà, le travail m'offre du sens. C'est une hypothèse que j'avais quand j'ai fait l'analyse du questionnaire original à partir duquel ces questions découlent. En fait, la question du sens est apparue de plusieurs manières, soit dans les relations sociales, soit parce que justement, on travaille pour une entreprise qui tente de lutter contre le changement climatique ou pour la biodiversité, des choses comme ça. Donc, le sens, c'est un sens personnel, social et aussi souvent environnemental. Et la dernière réponse à 46%, c'est mon environnement de travail prend en compte les facteurs humains. Ce qui va un petit peu à l'encontre de l'autre hypothèse que j'avais, mais dont je vais vous parler par la suite. Et donc, 63% d'entre vous avaient répondu que votre entreprise prend bien en compte le facteur humain. Là, bien entendu, c'était pour faire rapidement parce que dans un vrai questionnaire, il faut séparer expression des idées, expression des émotions, la prise d'initiative et en fait les décaler les uns aux autres. Mais ça donne une idée quand même. Et enfin, votre entreprise utilise-t-elle des indicateurs de performance non monétaires? Et en fait, là, on est à kiff-kiff, hein? 49% disent oui et 51% disent non. Ça, c'est un des sujets de discussion qu'on a eu à plusieurs reprises avec des séances du groupe 2 sur la question de, c'est bien beau de tenter de prendre en compte le facteur humain dans l'entreprise, mais ce n'est pas des indicateurs et des manières de mesurer, ça va être très difficile de convaincre la hiérarchie ou les collègues de commencer à les appliquer. Et donc, une partie du travail qu'on essaye de mettre en route avec le GIECO, puis dans le cadre d'autres projets, parce que c'est juste un questionnaire parmi d'autres tout ça qu'on a fait, c'est d'essayer de voir comment justement rendre explicite des critères, des indicateurs de performance non monétaires liés au facteur humain. Et ce qui veut dire qu'il faut savoir c'est quoi le facteur humain avant, parce que sinon, on ne peut pas avoir des indicateurs. Donc, d'où ce travail justement de définition et de mise en opérationnel, si vous voulez, du facteur humain. Merci pour vos réponses, en tout cas. On garde tout ça chaudement. Donc, je vous propose de passer à la suite. Donc, on va continuer dans cette petite réflexion sur le facteur humain dans les organisations. Où en est aujourd'hui la prise de conscience. Et ensuite, Sandrine va nous présenter la fresque du facteur humain. Donc, je partage mes slides. Alors, pour vous donner quelques détails sur le questionnaire dont je viens de vous parler, on l'a fait de manière exploratoire avec cette définition du facteur humain qui dépasse le strict cadre des compétences, devoirs et obligations professionnelles. Donc, c'est les ambiances de travail, la communication interpersonnelle. Dans une autre recherche qu'on fait, la communication non violente émerge comme un des facteurs assez importants en fait des relations interpersonnelles. 50 répondants ont répondu à toutes les questions avec beaucoup de réponses aux questions ouvertes qui sont beaucoup plus longues à analyser. Donc, on n'est absolument pas dans la représentativité statistique. Là, n'était pas l'objet non plus. L'idée, c'était d'explorer des hypothèses pour ensuite monter en échelle. Et donc, les chiffres que j'ai fournis et les pourcentages sont vraiment là pour nous aider en fait à comprendre. Et là, voilà. Et donc, l'intelligence émotionnelle à 42, on est à 84%, ce qui équivaut à peu près à vos réponses à vous. Donc là, je peux dire que vu qu'on a fait sur près de 300 personnes, les résultats ici ne sont pas trop à côté de la plaque, ce qui est plutôt rassurant pour mon petit questionnaire et pour mon analyse. Et là aussi, les cultures de l'innovation apparaissent en dernier.
Et c'était là aussi le cas dans le questionnaire, la petite enquête que vous venez de faire. Sur les bénéfices du facteur humain, ça améliorerait le bien-être au travail pour beaucoup d'entre eux, créer un meilleur engagement des équipes, un meilleur esprit d'équipe, etc. Et en fait, ça va dans le sens de d'autres projets de recherche qui ont été menés, qui ont été publiés sur la question, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise quand elle prend mieux en compte le facteur humain? Habituellement, quand les gens se sentent mieux au travail, ils performent mieux, ils sont plus heureux, il y a moins de décrochage, moins d'absentéisme, moins de journées de maladie, etc., etc. Ça veut aussi dire, en général, des entreprises, mais des institutions aussi politiques publiques, quand on parle de collectivités territoriales, qui ont moins peur de s'engager dans de l'innovation, qui ont moins peur de prendre des risques et donc qui sont un peu plus expérimentales et qui vont aller un peu plus vite en avant et donc avoir moins peur du changement, ce qui est quand même une des questions de base pour nous. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, pour répondre... Stéphane, n'hésite pas à parler un peu plus fort. Apparemment, on t'entend mal. D'accord, pourtant, je suis collectif habituellement. Je m'approche et je parle plus fort. Sur la question de est-ce qu'on abandonnerait son travail ou pas à cause de la faiblesse du facteur humain dans l'entreprise, c'est ce que je le disais tout à l'heure, c'est que le sens que l'on donne à son travail est très important. Là, on voit la passion pour le métier, le sens que le métier donne à sa vie. Moi, je travaille sur le changement climatique de manière scientifique, mais je pense réellement que c'est aussi le problème du 21e siècle avec le problème de la biodiversité. Et donc, pour moi, de faire ce travail donne un sens aussi, fournit un sens à ma vie et à mes valeurs écolo, ce qui ne m'empêche pas de faire un boulot conceptuellement et méthodologiquement scientifique. Un autre qui est important, c'est le service qu'on rend à la société collective, mais aussi les liens sociaux qu'on a. Donc, c'est une question d'interaction personnelle avec les autres. Et donc, cette question du sens revient fortement. Et d'après ce qu'on comprend des réponses, c'est que justement, la bonne prise en compte du facteur humain dans l'entreprise aide justement à avoir ce sens au travail. Prochaine étape, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé ici tous les gens j'ai divisé en fait tous les répondants entre les gens qui garderaient leur boulot et malgré d'avoir gagné une bonne somme à la loterie, et ceux qui l'abandonneraient. Et j'ai regardé en fait quel serait le poids des différents critères. On avait 8 ou 9 critères qui fournissent justement une définition large du facteur humain, sciences de formation, communication non violente, prise en compte des émotions, favoriser les prix, donc tout ça. Et en fait, de manière consistante sur tous les répondants qui ont dit « non, je garderai mon travail », ces gens-là rapportaient une meilleure prise en compte du facteur humain dans l'entreprise et de manière significative dans tous les cas. Et donc l'idée sur 50, bien entendu, ce n'est pas statistiquement significatif, encore une fois, mais quand on voit une forte tendance comme ça, l'idée ensuite, ce serait de reprendre à peu près le même questionnaire et en fait de le mettre à grande échelle pour être capable d'avoir quelque chose avec 800 répondants, c'est pas très bien, je vous remercie, et dans différentes entreprises. Mais là, ce qui apparaît très clairement, c'est que le facteur humain contribue au sens qu'on donne à son métier, contribue au bien-être au travail et contribue aussi au fait que les gens restent au travail même s'ils avaient le pognon. Donc, le travail n'est pas toujours subi. Il reste des défis à relever et des questions à explorer, notamment un travail de réflexion, mais un travail empirique aussi, et ça pourrait faire l'objet justement de projets de recherche empirique, recherche-action, sur l'élaboration de critères d'évaluation, à la fois qualitatifs, c'est-à-dire ce qui se passe subjectif, si on se sent bien, mais aussi quantitatif, mesurable, de la prise en compte et de la mise en œuvre du facteur humain pour les KPI. Avec une mise en garde qui provient d'un des répondants qui l'a écrit comme ça. Attention aux tentatives d'utilisation non sincère de techniques issues des sciences humaines à des fins strictement productivistes. Autrement dit, il soulève la question non pas du greenwashing, c'est-à-dire on fait semblant d'être vert parce que ça paraît bien, mais on ne fout rien, et ne pas faire ça avec the human factor, avec donc le human washing, c'est de faire semblant de prendre le facteur humain en compte pour en fait avoir des bonnes notes et avoir une bonne image, mais en fait ne rien faire et avoir des gens qui dépriment au boulot. J'ai envie de répondre très brièvement, en 30 secondes, pas plus, promis, sur quel genre de KPI. Je pense que ce qu'on appelle l'agentivité ou l'initiative, si vous voulez, est sûrement un marqueur émergent
d'une bonne prise en compte du facteur humain. Parce que depuis les sciences du comportement, hein, l'évolution des espèces et le reste, on s'aperçoit que les mécanismes émotionnels qui poussent à l'initiative sont plus nombreux que les mécanismes cognitifs. Autrement dit, on a véritablement là un marqueur certainement relativement facile à mesurer, et c'est un des objets justement de l'observatoire qui sera proposé dans un des groupes de travail. Voilà, c'est juste une petite incise, mais pour dire également que si on fait un GIECO, c'est parce que le sujet sera étudié de façon extrêmement globale, profonde et complexe pour sortir des biais les plus sommaires et des pièges pour pouvoir en faire un vrai outil de développement. Voilà. Stéphane, on ne t'entend plus. OK, ça va mieux? OK. Alors, pourquoi est-il si différent de changer? En fait, ça, c'est pour des résultats de recherche sur les questions de climat et de transition écologique. On a une portion de la population qui est absolument convaincue qu'il faut changer. Et pourtant, on ne change pas. Je vous rappelle que nous sommes le 1er février et que s'il y a 300 personnes qui assistent à ce moment et que si les 300 d'entre nous avons pris une résolution de la bonne année le 31 décembre alors qu'on était moitié sous et qu'on a trop mangé et qu'on a fait la fête, je peux vous assurer qu'à la fin, qu'aujourd'hui, 1er février, 80% d'entre nous auront déjà abandonné notre résolution malgré toutes les bonnes raisons de manger moins de viande, de moins boire et de moins fumer ou de courir plus. Donc, être convaincu n'est pas suffisant, c'est un facteur, parce que si on n'est pas convaincu du tout, il n'y a pas de raison de changer, mais il faut être convaincu. Deuxième aspect qu'il faut, c'est d'avoir un plan d'action. Si je ne sais pas comment changer, j'ai beau vouloir, ça ne marche pas. C'est difficile, mais ça non plus, ça ne suffit pas. Et souvent, pour élaborer un plan d'action, il faut avoir des ressources, parce que ce n'est pas toujours simple de changer. Si vous décidez de devenir végétarien, il va falloir apprendre à cuisiner différemment, à aller probablement dans une nouvelle boutique pour acheter des choses différentes, des produits différents. Et donc, tout ça demande un petit peu de reformation. Bien entendu, si vous voulez entièrement changer de métier et passer d'éducateur en sociologie et vous voulez faire de la construction durable des bâtiments, là, il va falloir que je retourne sur le bord d'école et ça va être compliqué un peu pour moi. Donc, le dernier aspect, qui est l'obstacle technique au changement, c'est qu'en fait, il est là pour plusieurs raisons. C'est que la technique est souvent vue dans notre société comme étant la manière de résoudre le problème. On fait fi de l'humain et on met la technique, et la technique est censée résoudre le problème pour nous. En fait, la technique, elle est, comme le disait très bien Jacques, c'est nous qui l'avons créée, mais non seulement c'est nous qui l'avons créée, mais en plus, on est en interaction avec elle. Et donc, ça peut venir nous aider, ça peut aussi venir nous freiner et ça peut être un non-objet. Et donc, en fait, c'est un aspect qui est assez difficile à prendre en compte. Donc, l'idée, pourquoi c'est si difficile de changer, grosso modo, c'est parce qu'on est dans des habitudes personnelles, mais ces habitudes personnelles existent aussi dans une société qui fonctionne à partir, dans le cadre du changement climatique, en gros, sur des énergies fossiles, et que sortir des énergies fossiles est compliqué. Et donc, ce qui veut dire aussi que parce qu'on a des énergies fossiles, on a les modes de transport qu'on a, on a l'urbanisme qu'on a, on a le type de maison qu'on a. Quand l'énergie n'est pas chère, pas besoin de s'occuper d'avoir un bon bâtiment. Et il y a tous ces éléments. Donc, changer est difficile. C'est anxiogène, quelqu'un vient de dire, et je suis d'accord. Et donc, oui, on parle de la dépendance au sentier, c'est-à-dire, à force de marcher sur le même sentier, on arrête d'explorer la forêt autour, et donc, on devient de plus en plus dépendant entre le point de départ et le point d'arrivée. Je veux bien que tu laisses la slide précédente pour que je prenne le relais, Jérémy, merci. Du coup, c'est bon, je peux enchaîner sur la fresque du facteur humain. Ouais. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, pourquoi c'est si difficile de changer, on a créé la fresque du facteur humain, qui est un outil de sensibilisation, de prise de conscience pour comprendre comment on fonctionne, comment le cerveau fonctionne et comment, en tant qu'être humain, j'affronte une situation de changement, de transformation. Donc, cet outil de fresque du facteur humain, c'est un outil métacognitif. Donc, la métacognition, c'est la connaissance de sa cognition, de sa propre cognition. Donc, c'est vraiment une prise de hauteur sur notre propre fonctionnement cognitif. Donc,
on se regarde en train de fonctionner. Et en faisant cet exercice de prise de hauteur, de prise de recul, on peut comprendre ces freins au changement, on peut en être aussi beaucoup plus conscient et agir dessus. Donc, on va comprendre à travers cette activité qui est d'une durée de 3 heures pourquoi il est si difficile de changer, quelles sont les résistances, les freins au changement et comment surtout on peut activer, mobiliser nos ressources et notamment nos ressources cognitives pour changer. Effectivement, c'est cette expérience de la fresque qui va permettre, en se re-questionnant, en identifiant et en prenant conscience des facteurs qui influencent nos comportements, nos prises de décision, nos apprentissages, notre mémorisation, qu'on va pouvoir mobiliser ces ressources et faire évoluer nos comportements. Alors, effectivement, même quand les gens sont convaincus de changer, comme le disait Stéphane, même lorsqu'on sait, on a beaucoup d'informations, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas maintenant qu'il y a urgence à changer, c'est pas si évident quand même de changer. Et pourquoi c'est pas si évident de changer? La réponse, elle est assez simple. C'est parce que nous sommes tout simplement humains et l'évolution fait qu'on garde dans notre cerveau des mécanismes aussi archaïques qui nous ont permis de survivre aussi jusqu'à maintenant pour éviter le danger notamment ou les situations incertaines pour rechercher toujours plus d'informations, qui fait qu'on a aussi des capacités formidables. Le cerveau est une machine à produire de l'intelligence, mais qui a également de réelles limites. Et on a des sortes de forces invisibles, inconscientes, qui nous influencent et qui modifient, qui ne permettent pas d'avoir les comportements les plus favorables, même pour nous-mêmes. Donc, finalement, ça va limiter, ces facteurs-là vont limiter parfois notre puissance d'action. Mais on n'en a pas toujours conscience et l'idée de cette fresque du facteur humain aussi, c'est d'avoir un dispositif, un éclairage sur ces facteurs qui influencent et pouvoir jouer dessus. Donc, le simple fait d'en prendre conscience, d'évaluer les effets potentialisants ou inhibants vont permettre de décupler notre capacité d'agir. On parlait d'agentivité, effectivement, mais c'est ça, on va pouvoir activer notre puissance d'action. Alors, on se focalise dans cette fresque du facteur humain sur le facteur humain, justement, parce que du coup, l'humain, il contribue à changer un événement, il contribue à changer les choses. Et on l'a vu, son action a eu un effet aussi délétère sur la planète, notamment pour répondre à ses propres besoins. Donc, c'est d'en prendre conscience aussi, d'explorer les mécanismes qui se jouent et les résultats de notre action. Donc, c'est aussi ça qui se joue dans l'agentivité, c'est d'avoir conscience que l'action que je fais, elle va avoir un impact, une répercussion aussi sur l'environnement, sur moi-même, sur les autres, sur la planète. Donc, on prend le parti, en ayant créé cette fresque, on prend le parti que si on comprend mieux ces mécanismes-là, on peut mieux agir sur ces mécanismes. C'est vraiment tout le principe de la métacognition. Le fait d'avoir conscience de la façon dont on fonctionne va permettre de développer ce qu'on appelle des stratégies métacognitives qui vont permettre de mieux nous adapter et d'avoir une meilleure conscience des comportements à mettre en place. Donc, on peut, avec cette prise de conscience-là, évoluer consciemment vers des comportements qu'on souhaite, qui sont plus souhaitables, justement, plus favorables. Alors, justement, la fresque du facteur humain, parce qu'on sait que le cerveau humain est aussi capable de beaucoup d'intelligence, donc on a le potentiel d'être un merveilleux facteur humain plutôt qu'un mauvais facteur humain. Donc, on a des compétences, des aptitudes cognitives qui sont formidables, comme l'imagination, la capacité à apprendre, la créativité, donc aussi des compétences que les robots n'ont pas et qu'on a tout intérêt à activer le plus possible plutôt qu'être en mode automatique
la plupart du temps, notamment pour nos prises de décision. Donc, on a le potentiel d'avoir un impact totalement positif sur nous-mêmes, sur les autres, sur la planète, de prendre soin de tout ça. Et donc, du coup, cette fresque du facteur humain va permettre d'activer ces potentialités, à la fois de façon bien sûr individuelle, puisqu'elle nécessite un exercice aussi introspectif, mais à la fois de façon collective. Et cette expérience collective, elle est très forte, hein, parce qu'on va pouvoir aussi croiser les regards, donc comprendre ce que les autres pensent d'une thématique en particulier. On va croiser les représentations, hein, et créer des représentations du coup communes vers lesquelles on va pouvoir s'engager. Donc, c'est vraiment une expérience apprenante quand on vit cette fresque du facteur humain et qui permet également de s'approprier des notions vraiment peu présentes encore dans notre société autour de tous ces sujets-là, notamment les biais cognitifs, les croyances limitantes, le poids, l'impact des émotions sur nos capacités cognitives et nos comportements, etc. Donc, finalement, le but de cette fresque-là est que chacun s'approprie ces connaissances-là de façon vulgarisée, mais de façon aussi incarnée, puisqu'on va partir d'une problématique vraiment très concrète pour voir comment ces freins au changement s'activent dans cette situation précise et quels sont les leviers cognitifs, comment mobiliser nos ressources cognitives en termes de capacités cognitives, et d'émotions, et comment retourner finalement les freins liés au biais cognitif pour que ce soit vraiment au contraire des activateurs d'action. Donc ça va nous permettre aussi d'évoluer vers des comportements plus durables, plus positifs, de décupler notre capacité d'agir et d'avoir des impacts plus positifs sur nos environnements directs. Donc voici la façon dont se déroule la fresque du facteur humain, hein. C'est un plateau, alors quand on l'anime en distanciel, on a un plateau de jeu qui se passe sur Miro. Quand on l'anime en présentiel, on a un vrai plateau de jeu, on peut tourner autour avec donc un plateau et des cartes que l'on va pouvoir poser. Donc c'est vraiment aussi très très interactif, et bien ce côté aussi ludique qui permet d'engager. Donc elle s'inscrit dans le mouvement des fresques, hein, dont celle du climat, hein, qui est la plus connue. Mais ici, la différence, c'est que le groupe va définir le thème qui va être traité. Donc, sur quel enjeu propre le groupe a envie de travailler, le groupe a envie de réaliser la fresque. Sinon, ça devient trop générique et c'est plus difficile d'intégrer vraiment les leviers. Donc, on va aller vraiment travailler sur un enjeu en particulier, voir pour répondre à cet enjeu, quels sont les freins qui s'activent et quels sont les leviers qu'on peut mettre en place, comment la mobilisation des ressources peut se faire. Donc, c'est tout l'enjeu, hein, d'aller regarder, on va partir du centre avec un enjeu qui est donc proposé par le groupe, et donc des comportements qui vont être attendus par rapport à cet enjeu. Donc, par exemple, j'ai vécu une fresque du facteur humain qui était sur plus d'équilibre en protéines animales et protéines végétales. Là, c'était vraiment l'enjeu qui était défini. Et donc là, du coup, le comportement attendu, c'était bien celui-ci. C'était comment retrouver dans cette assiette cet équilibre-là. Donc, on part du centre de la fresque et on va aller explorer les émotions qui sont liées au renoncement, par exemple, de manger de la viande, ou au contraire d'aller découvrir de nouveaux aliments, peut-être de nouvelles recettes qui n'ont pas trop de saveur, etc. Donc on va regarder finalement qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers ce comportement attendu en termes d'émotions. Il y a des émotions qui ne sont pas forcément très positives, et connecté à ça, on va aussi évoquer les biais cognitifs qui peuvent être reliés. Donc les biais cognitifs, c'est des raccourcis de pensée qui sont utiles la plupart du temps pour nous faire réagir vite et bien, mais qui parfois peuvent nous faire des erreurs dans nos prises de décision ou dans nos façons de penser.
Donc, on va évaluer l'impact des émotions, des biais cognitifs et également d'autres facteurs hein, comme les représentations, les croyances, les motivations, les habitudes, l'appartenance sociale, etc. etc. Et donc, chacun va pouvoir aussi évoquer des exemples très, très concrets et ce que ça lui provoque lui. Et on va faire le tour justement de chacun pour avoir cette visualisation, cette cartographie de ces freins-là, la plus riche possible. Donc, cette fresque, ensuite, donc on verra un exemple de la fresque jusqu'après, une fois qu'elle est terminée, mais elle s'inscrit dans une application concrète. Hein. Je fais des sciences cognitives appliquées au quotidien dans l'entreprise dans laquelle je travaille, hein, Humans Matter, et c'est cette application directe des sciences cognitives hein, donc, qui regroupe plusieurs disciplines, à la fois les neurosciences, la neuropsychologie, la psychologie cognitive, mais aussi d'autres disciplines qui permettent aussi d'avoir un éclairage beaucoup plus riche. Il y a une personne aussi qui est tout à l'heure anthropologue qui dit comment contribuer, mais c'est vrai que c'est tous les regards aussi de différentes disciplines qui vont faire la richesse de la fresque. Donc la fresque dure 2 heures. On va chercher à identifier collectivement donc, les leviers pour s'engager plus efficacement dans une évolution des comportements. Et une fois qu'on a identifié donc les freins dont je vous parlais en termes d'émotions négatives, en termes de biais cognitifs limitants, on va revenir, justement, on va basculer, hein, c'est cette bascule entre le mode automatique et finalement qui nous fait réagir de cette façon et résister au changement. On va essayer de basculer dans un mode beaucoup plus adaptatif. On va renverser en fait les freins pour en faire des accélérateurs. Donc, on va concentrer son attention en collectif sur ce qui permet au contraire d'activer le changement. Donc, c'est représenté par les flèches rouges et vertes. Effectivement, les flèches rouges, ça va être les freins qu'on étudie dans une première partie. Et dans la seconde partie, donc, on va activer les leviers, la mobilisation des ressources pour arriver au comportement attendu. Donc, et puis la dernière étape, ça va être vraiment un exercice réflexif. Donc, sur cet exercice de réflexivité, donc un regard sur la fresque, sur mon vécu de la fresque, et on interroge donc les participants sur qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qu'on en retient de cette fresque, sur quoi on a envie de se concentrer pour la suite. Donc, quelle action j'active, quel est le plus petit pas possible que je peux faire juste après la fresque, dès demain, pour changer les choses sur ce comportement-là précisément. Donc, chaque participant fait la synthèse de sa propre fresque et ce qu'il retient. Donc, c'est une initiative en fait qui est portée par une association qui est en train de se créer et qui devrait s'appeler l'Université du facteur humain et qui regroupe, elle est portée cette association par justement par le GIECO IPBC qui est donc le groupement de scientifiques des sciences comportementales et cognitives, le GIEC du comportement, hein, comme vous le disiez Jacques et Stéphane juste avant, par Humans Matter que je représente aujourd'hui, qui est une entreprise de design cognitif qui réunit des chercheurs, des designers, des développeurs, des ingénieurs pédagogiques. Et nous travaillons sur la fabrication d'expériences, de formations, de solutions digitales qui permettent de développer les capacités cognitives pour avoir donc un impact durable sur les comportements, faire évoluer nos comportements. Pixelis, qui est une agence de communication de branding pionnier du mouvement Bicorp en France et qui va travailler avec les marques sur leur responsabilité en termes d'évolution des comportements de consommation. L'association Nous sommes vivants, qui est un collectif engagé dans la transition écologique, et Jérémy Dumont, ici présent, représente cette association-là. Donc voilà, le facteur humain au centre de tout ça. Donc, on aura d'autres occasions de faire découvrir la fresque du facteur humain. On vous proposera des dates si vous suivez nos communications, si vous souhaitez vivre cette expérience-là. Il y a un groupe LinkedIn qui s'appelle Le Facteur Humain et c'est là où vous pouvez rester en contact. Sinon, je vais vous mettre mon email personnel. Et donc, merci bien. C'est un projet concret. Je pense qu'on arrive à se projeter
dans l'exercice, dans l'expérience, et on voit l'intérêt de réaliser, n'est-ce pas Anita, je te vois réaliser des fresques dans des entreprises, des organisations pour travailler sur le facteur humain. Qu'est-ce que tu as un petit mot, Anita? Oui, j'ai pu moi-même participer et c'est extrêmement concret, extrêmement, comment dirais-je, c'est très appliqué. On part d'une problématique qui est concrète et qui peut être celle de l'entreprise ou de façon bien précisée et qui permet de faire prendre conscience et d'avancer. En fait, de produire un plan d'action derrière pour faire changer justement les consciences, les aptitudes et après passer à l'action. Simple mais efficace. Donc, il y a quelques questions. L'articulation avec la fresque du climat, j'ai envie de dire, c'est la même initiative d'un côté du GIEC et de l'autre côté du GIECO. Ce n'est pas les mêmes objectifs, mais c'est une prise de conscience, c'est s'informer, c'est comprendre. Et d'un côté, on comprend effectivement que la fresque du climat, les enjeux et les rapports de causalité, et avec la fresque du facteur humain, on apprend à mieux se connaître et à changer individuellement et collectivement. J'ai pas. Ok, je vais remettre mon. Et je trouve que d'ailleurs, la fresque du climat et la fresque du facteur humain sont très complémentaires. Bien sûr, on s'est inspiré de la fresque du climat, qui est un exercice super intéressant pour être sensibilisé à tous ces enjeux-là. Et du coup, de vulgariser, que tout le monde puisse connaître comment fonctionne son cerveau, c'est quand même un basique qu'on ne nous apprend pas à l'école. Mais il n'est jamais trop tard. Et de diffuser aussi, d'avoir un exercice concret qui permette de diffuser ces connaissances-là et de discuter, d'échanger ensemble autour de ces enjeux-là me paraissait aussi très intéressant à évoquer dans cette fresque. Thomas, peut-être un petit mot sur les enjeux des entreprises, toi qui es un pionnier. Je ne sais pas s'il a son micro activé. Ce que je peux rajouter, moi, effectivement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que moi, je l'ai déjà vécu quand j'étais directeur développement durable et que j'ai dû défricher un peu toute cette thématique dans les grands groupes. Donc, moi, j'ai commencé en 2000 chez Vinci, donc ça fait plus de 20 ans. On n'était pas très nombreux à l'époque. Et donc, j'ai vraiment, et je le sens encore, ça fait plus une douzaine d'années que j'écris Imaginable, à quel point il y a des inerties extrêmement fortes. A fortiori, plus on avance et plus on veut aller loin dans les changements organisationnels, dans la façon de concevoir les offres, et ainsi de suite. Et que donc, c'est vrai que associer cette dimension, je reviens sur l'association entre fresque du climat et fresque du facteur humain, c'est évident que ça donne une dynamique au projet qui change beaucoup de choses. Et moi, je vois, ça fait quand même 2-3 ans que systématiquement, dans toutes nos missions de stratégie ou d'innovation, on démarre avec des exercices sur les modes mentaux. Et je reviens aussi à ce que tu disais, Sandrine, sur apprendre à connaître comment fonctionne notre cerveau. C'est des choses assez basiques, mais ça marche à tous les coups. C'est des choses très simples, c'est quelques exercices qui prennent quelques minutes, avec quelques minutes d'explication avant. Et derrière, on voit à quel point ça permet là aussi de faire prendre du recul aux personnes et du coup de beaucoup mieux engager les choses pour travailler. Enfin, déjà qu'ils comprennent s'ils n'acceptent pas de changer et que tant qu'ils n'ont pas accepté de changer, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Et que donc, on est dans ce mode mental automatique, on est en situation de blocage. Et donc, il faut vraiment faire ce premier passage pour faire ce que j'ai, cette ergonomie cognitive pour aller vers ce mode mental adaptatif. Donc, ça me semble indispensable. Et là-dessus, c'est vrai que cette fresque du facteur humain, alors c'est vrai que je voyais un commentaire, c'est un peu long, 3 heures. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est aussi un préalable, je pense, qui est extrêmement important pour mettre tout le monde dans ce bon mode mental et ce partage aussi, je pense, et ça s'approche au-delà de l'aspect individuel, c'est cette dynamique collective que crée cette fresque pour que justement on s'engage ensemble dans ces changements de comportement. Donc ça, c'est quelque chose aussi très, très important à prendre en compte. Il y a l'individu, mais l'intérêt de la fresque, c'est qu'on a aussi toute la dynamique collective qui s'enclenche derrière. Je serais tenté de dire qu'il y a des exercices qui marchent en 30 secondes, qu'on peut faire partager à des gens qui ne connaissent rien à rien,
parce que soi-même, on en a une conscience en tant que manager, consultant, pédagogue, ou je ne sais quoi d'autre. Autrement dit, tout ne prend pas 3 heures, loin de là. Même ce qu'on est peut inciter d'autres à basculer. Hein. Si vous voulez, on dit qu'il y a des gens qui sont leaders. Eh bien, les leaders sont des gens qui savent créer des postures, des ambiances qui font basculer non seulement les représentations, mais les sensations. Par exemple, la résistance au changement, dans certaines postures mentales, n'existe pas. C'est l'inverse, on s'ennuie dans la routine. Donc, ça n'est pas inexorable, ça n'est pas lié à notre personnalité, c'est pilotable, si je peux dire, et c'est ça l'enjeu. Bien entendu qu'il n'y a pas que des réponses lourdes, il y a aussi des réponses extrêmement immédiates et je dirais qui sont liées au fait que notre cerveau est fait pour. Il est autant fait pour changer que pour ne pas changer. C'est vraiment cette connaissance-là qu'il faut partager. Alors, comme on disait, c'est important de passer à l'action. Donc, dans la dernière demi-heure qui nous reste tous ensemble, ce qu'on vous propose de faire, c'est de rejoindre 4 groupes de travail et on va vous afficher 4 salles et avec les indications pour rejoindre. Et il y aura donc dans chaque salle une thématique différente. Et pendant une demi-heure, l'exercice va consister à s'approprier cette question, cet enjeu, cette problématique, ce sujet qui a émergé et qui est donc encore pauvrement formulé, voilà, qui pourrait être encore plus aiguisé. Et donc, on va vous demander d'indiquer votre nom, votre email et de nous dire pourquoi vous trouvez que ce sujet est intéressant, si vous avez effectivement rejoint cette salle, et pour travailler sur ce sujet, et qu'est-ce que vous pourriez faire pour contribuer au groupe de travail. Stéphane, est-ce que tu veux nous présenter ce que c'est qu'un projet de recherche-action, s'il te plaît, au sein Avec du plaisir. Avec plaisir. Bon, en fait, Juste un peu avant, j'ai vu qu'il y a vraiment énormément de questions dans le chat. On ne peut pas y répondre en direct tout de suite. Donc, bien sûr, on prendra le temps de répondre à chacun. Moi, j'envoie tout de suite aussi mon email si jamais vous avez aussi des questions. Jérémy a envoyé le sien pour regrouper les demandes pour la fresque du facteur humain, à la fois pour les nouvelles dates, les prochaines dates, et à la fois, j'ai vu qu'il y avait des demandes, comment je fais si j'ai envie de la faire vivre dans mon entreprise. Donc, il centralisera tout ça et ça nous permettra d'organiser la suite et puis pour d'autres échanges aussi. Et un des groupes de travail concerne la fresque. Hein, voilà. Donc, justement, ça sera l'occasion aussi d'approfondir et de faire connaissance. Donc, oui, on se propose de lancer avec vous 4 projets de recherche-action. Et donc, Stéphane va nous dire ce que c'est qu'un projet de recherche-action pour le GECO. En fait, très rapidement, il y a 3 types de recherche. La recherche fondamentale qui ne vise qu'à réfléchir sur soi-même, pas grand-chose avec la réalité. Il y a la recherche qui vise à tester des hypothèses et des théories sur le terrain. Et donc, on va prendre des cobayes, on va regarder comment ils vivent, et ensuite, on va revenir à la théorie pour expliquer et de généraliser. Une recherche-action, c'est l'étape après, c'est-à-dire qu'on va travailler souvent, et parfois même de plus en plus en sciences participatives, on va avoir des gens qui vont co-construire parfois un projet de recherche, les questions posées, la méthode, quel type d'observation, les types de questions qu'on fait, voire les hypothèses, pour être capable de générer de l'analyse scientifique de la conclusion. Et ces conclusions doivent être utiles et opérationnelles pour les personnes qui ont participé ou d'autres à l'extérieur du projet. Donc, l'idée, c'est vraiment une recherche-action, c'est que ça vise à faire des recommandations, soit pour de la politique publique, soit pour un programme de RSE, soit pour améliorer le facteur humain dans une entreprise. Donc, on est vraiment dans une démarche, on utilise la science, sa méthode, son cheminement, mais pour avoir un effet sur le réel, pas simplement pour réfléchir. Alors, je vais vous présenter les sujets qui ont été retenus. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Hein. L'idée, c'est que tout le monde… Alors, vous voyez mon écran, je suis désolé. Je vais y arriver. Alors, Escape, voilà. L'idée, c'est que, bien sûr, si vous travaillez dans une entreprise, une organisation, vous pouvez nous soumettre un enjeu. Ce ne sont que 4 premières propositions. Donc, il y avait un travail, effectivement, où on a fait émerger différentes thématiques et différents sujets. Et voilà. Donc, vous allez être répartis. On va vous proposer
4 salles. Dans la première salle, ceux qui sont intéressés par le premier sujet pourront plancher sur prendre conscience des freins et moteurs du changement du comportement, donc avec la fresque du facteur humain, comment on s'en empare, c'est quoi la suite du facteur humain? Est-ce qu'il y a une autre fresque du facteur humain? Est-ce que le sujet est sur la table? Comment améliorer la fresque actuelle peut-être? Comment la déployer sur des profils ou des problématiques auxquelles on n'a pas encore pensé? Et comment devenir animateur de la fresque du facteur humain? Le deuxième sujet, donc on en a parlé tout à l'heure, Jacques a parlé de la capacité d'agir et d'un observatoire. Donc, comment mesurer les facteurs déterminants de la capacité d'agir dans les entreprises, dans les organisations? Quels sont les facteurs, les KPIs? Et ça va certainement... Notre intuition est que la capacité d'agir est la piste à suivre, mais il y a peut-être d'autres, il y a plein d'autres KPI et facteurs environnementaux. Voilà. Moi-même, je vais animer comment on fait évoluer les modèles mentaux dans les entreprises, les pratiques des managers et les gouvernances, avec un angle qui est le rapport de prédation. Le rapport de prédation que l'humain peut avoir sur la nature, mais aussi les rapports de prédation qui peuvent exister entre humains. Et c'est un sujet que porte Jacques Fradin et qui m'intéresse et qui nous intéresse dans le groupe 2. Ce qu'on constate, c'est que les personnes qui ont des rapports de prédation avec les autres freinent la collaboration, freinent la capacité d'agir, freinent notre évolution en tant qu'humain. Ça nous freine vers l'alternative qui est prendre soin de soi, des autres et de la planète. Voilà. Le dernier sujet concerne tous ceux qui contribuent à faire progresser la transition écologique dans les entreprises. Et donc, le quatrième sujet, c'est comment accompagner les collaborateurs dans leurs efforts de redirection des activités de l'entreprise pour les aider à avoir un impact positif, aussi bien économique, social et environnemental. Et on sait que ça demande un accompagnement individuel et collectif, parce que le changement dans les entreprises, ce n'est pas quelque chose de simple à gérer. La façon dont ça va voilà, on va aussi donc vous demander à la fois de nous dire en quoi ces sujets vous intéressent et comment vous verriez votre contribution. Donc voilà des exemples de contributions que l'on a imaginées et qu'on vous suggère. La liste, là aussi, n'est pas exhaustive. Vivre ou animer une phase du facteur humain, être terrain d'expérimentation d'un projet de recherche-action, proposer un sujet de recherche-action, témoigner donc de la réalité que vous vivez dans votre entreprise, que les collaborateurs de l'entreprise vivent, et nous la soumettre pour que les scientifiques planchent. Et bien sûr, là, nous sommes totalement dans participer au groupe de réflexion du groupe 2, et nous sommes en train de faire l'expérience, et on vous recontactera si vous laissez bien vos coordonnées pour le lancement de ces 4 projets. Ces 4 projets seront lancés individuellement à des dates différentes, et bien sûr, venez contribuer, œuvrer avec nous, avec votre temps pour nous aider à gérer, à animer, à organiser des événements. Donc voilà, on va vous proposer, si Alicia peut lancer les salles. C'est Alicia Garcia qui va nous aider et Elsa Novelli qui vont animer 2 ateliers, Sandrine et moi. Donc voilà, nous avons donc 4 salles qui sont donc délimitées par ABCD. Est-ce que vous pouvez partager aussi le lien Miro? Ça va se passer de la façon suivante. Vous rejoignez une salle, l'animateur va vous montrer sur Miro un board où vous pouvez mettre des post-it vous-même. Si vous n'êtes pas très aguerri avec Miro, ce n'est pas grave. Vous avez à l'écran ce que les autres sont en train de faire, et vous pouvez lire leurs petits post-it et voir ce qui se dégage, ce que ça vous inspire, ce que ça vous donne envie de faire. Mais si vous n'êtes pas aguerri sur Miro, vous écrivez dans le chat et on copie-collera le chat et
c'est vraiment pas important que de remplir le petit post-it. L'important, c'est juste de participer, de contribuer, voilà, de créer une dynamique de groupe. Donc, voilà. Et donc, merci beaucoup donc, à Sandrine qui va animer donc, le sujet A. Merci beaucoup aussi à Elsa, adorable, d'animer donc le sujet sur les KPI dans les entreprises pour mieux intégrer, développer la capacité d'agir. Tu seras accompagné Elsa sera accompagnée, je crois, de Thomas, hein, c'est ça? Ouais, super. Et donc, moi, je serai, si vous voulez m'accompagner aussi, donc sur les rapports de prédation dans la salle C. Oui, il y aura Jacques avec toi. Ouais. Ah, super, j'adore. Jacques m'a vraiment beaucoup inspiré. J'ai passé le week-end à lire ce qu'il propose. En salle D, donc, ça sera donc Alicia qui sera sur l'accompagnement voilà, des collaborateurs. Et malheureusement, avec Stéphane, ouais. Avec Stéphane, et nous n'aurons pas le temps de revenir en plénière. Donc, pour certains, c'est un au revoir et à bientôt. Et est-ce que c'est bon pour les... Ah oui, pour rejoindre une salle, si jamais vous avez une difficulté, donc c'est tout en bas. Là, on a fait une capture d'écran pour que ce soit simple pour tout le monde, parce que c'est toujours quelque chose de périlleux. Donc, vous voyez en bas que c'est là où il faut rejoindre.